d'accord. Alors moi je m'assois. Très rapidement pour introduire notre conférencière, la dernière du cycle des conférences masterclass des professeurs invités du S6. Donc on a le plaisir d'accueillir Marlène Leroux ce soir, que donc certains d'entre vous ont en atelier de S6. Donc Marlène Leroux est architecte, docteur en urbanisme, hein, pas en architecture, en urbanisme plutôt. Docteur science. Architecture. Ah oui, Doctor in Science in Architecture. Donc architecte, docteur, donc chercheur, enseignante, et associée au sein de l'atelier Archiplein avec Francis Jacquier à Genève. Donc que vous dire de plus, pas forcément grand-chose. Donc moi j'ai connu Marlène notamment à travers des projets faits par l'atelier Archiplein en pierre massive. Donc c'est une partie de l'activité de l'atelier Archiplein, mais pas la moindre. Et sinon, si on peut dire quand même une chose assez curieuse et étrange, cette agence a été fondée en Chine avant d'être déplacée en Suisse il y a maintenant un certain nombre d'années. Donc dans votre parcours, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais sinon, vous travaillez sur de la commande publique et aussi un peu sur de la commande privée, mais surtout sur de la commande publique, du logement, beaucoup de logements à Genève, en France. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais te céder la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Très bien. Alors, si je me mets comme ça, est-ce que vous m'entendez? Comme ça, c'est pas mal, non? Voilà. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Ça fait toujours plaisir d'avoir la chance de s'adresser à un large public. Je vais un peu moduler mon discours pour un tout petit peu profiter du fait d'être dans une école d'architecture, donc de m'adresser directement aux étudiants que vous êtes et aux futurs professionnels que j'espère vous serez. Donc, il ne faudra pas m'en vouloir si parfois je fais des digressions pour parler plus sur le parcours et le processus de comment créer son parcours de l'étudiant vers le professionnel que uniquement parler de ma pratique d'architecture et de la recherche qu'il y a tout autour de cela. Alors, donc, j'ai intitulé cette conférence « La valeur de l'imperfection » ou « Comment cultiver l'étonnement ». Le titre de la conférence est issu du moment où j'ai déposé la candidature pour faire ce semestre de professeur invité. Donc, j'étais déjà dans une sorte de posture pédagogique pour se dire « Tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir créer du désir et de l'envie à des étudiants en architecture d'avoir une posture de la construction du projet d'architecture ?» Alors, la première référence que j'ai utilisée dans ce titre, c'était la référence à Gaston Bachelard. Ce serait complètement mentir de vous dire que je suis une grande spécialiste de cet auteur. Je crois que je préfère beaucoup plus le Bachelard, je le comprends d'ailleurs beaucoup plus le Bachelard poète que le Bachelard philosophe, mais tout ça, c'est pas grave. Un petit peu comme ça, en parcourant des écrits, je suis tombée sur cette drôle de notion de l'étonnement. Et qu'en fait, pour lui, l'étonnement avait une importance fondamentale dans la pédagogie, dans l'enseignement et dans l'expérimentation. Puis tout à coup, je me suis inventé toute une histoire comme ça, à propos de la richesse de l'étonnement, peut-être même d'ailleurs la richesse de l'erreur dans l'enseignement. Et là, typiquement, je prends un peu cette première illustration qui sont en fait issues du rapport d'étonnement qu'on a fait avec les étudiants en rentrant d'Étretat. Il leur est demandé de faire un mémorial à la mémoire disparue, à la mémoire des falaises disparues d'Étretat, parce qu'on sait bien qu'à un moment, elles ne seront plus là. Je leur demande de travailler sur la question de la mémoire. Et quand on est rentré du voyage, on a fait ce drôle d'exercice de ne pas directement se poser la question de qu'est-ce que pourrait être un mémorial, mais de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai perçu de ce voyage à Étretat, et comment est-ce que je peux quelque part en faire un questionnement d'architecture dans les notions d'altération et d'altérité. Et finalement, j'espère que toutes ces maquettes-là vous créent une certaine étonnement, parce qu'on est vraiment à la limite entre la production artistique, la production architecturale. Et là où moi j'ai été vraiment impressionnée par le résultat des étudiants, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu de ne pas faire des projets d'architecture, mais de vraiment matérialiser un effet ressenti sur le site ou un effet de la notion d'altération en architecture. Donc, donc déjà, je les remercie du résultat, parce que j'étais très impressionnée. Et c'est un petit peu cette idée-là de se dire, mais au fond, on est rentré dans cet atelier avec tout un tas d'étonnements, et j'espère que cet étonnement, il ira jusqu'aux résultats qui, à mon avis, vont être
relativement étonnant. Voilà. La deuxième notion du titre de cette conférence, qui était un peu la valeur de l'imperfection. Et là, je pense après, mais donc maintenant plus de 15 ans d'expérience, je cultive une certaine fascination pour l'imperfection, une fascination pour l'erreur. Et finalement, au fond, d'un point de vue architectural, ça va se concrétiser sur cette notion, au fond, est-ce que l'imperfection n'est pas une manière de combattre cette notion de standardisation, de produits issus de l'industrialisation qui, par définition, recherche une certaine perfection de la normalisation. Et comme vous le verrez, quand je dis on, attention, c'est que je ne me prends pas pour César, c'est que tous les travaux que je vais vous montrer sont issus du travail d'agence que je fais avec mon associé Francis Jacquet, et donc je n'arrive pas vraiment à dire je, donc je dis on, je m'excuse, j'en parlerai à mon psy, mais bon bref, je n'arrive pas du tout à considérer que tous ces projets m'appartiennent à moi seule, donc voilà, il faudra supporter le on que j'emploie. Donc, la question de la valeur de l'imperfection, la valeur de l'imperfection, et puis cette notion de l'art de l'inutile, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver nous en tant qu'architectes, parce qu'au fond, à chaque fois qu'on vient vers nous pour faire quelque chose, on nous demande de faire on pense que les gens pensent déjà savoir ce dont ils ont besoin. On doit en permanence rentrer dans tout un tas de contraintes, mais nous, on a le devoir de produire une certaine inutilité, c'est-à-dire de produire tout ce que les gens ne pensaient pas nécessaire. Et donc nous, on doit toujours rajouter au-dessus du résoudre un problème programmatique, financier, structurel. À la fin, on doit vraiment cultiver cet art de l'inutile, de tout ce que l'on ne pensait pas si important que ça. Et en fait, je fais un peu un parallèle avec l'apprentissage de la Chine. Donc on y a passé 5 ans à 100%. On avait ouvert une agence d'architecture et on était associés avec 3 architectes chinois et que des collaborateurs chinois pour travailler que sur des thématiques et des clients chinois. Donc on était vraiment complètement dans la thématique de la culture chinoise contemporaine. Et j'ai fait ma thèse de doctorat, donc, comme le disait tout à l'heure Valérie, donc, le sujet de ma thèse était l'urbanisation de la campagne chinoise. Et donc, pendant, on va dire, près d'une dizaine d'années de ma vie, j'ai énormément regardé ce qui se passait en Chine. Et donc, en fait, ça m'a énormément marqué encore dans ma production actuelle. Et typiquement, quand je décide de produire un document pour m'exprimer face à un public, systématiquement, je passe par faire le détour par la Chine parce que c'est vraiment quelque chose qui a construit mon identité. Et là, parenthèse étudiant, voyager. C'est hyper important. Il ne faut pas faire des zigzags 5 minutes et prendre l'avion tout le temps. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez à peu près le nombre d'avions, comme Jancovici, je ne sais plus qu'on a le droit de prendre d'avion dans notre vie. Mais franchement, le voyage que moi j'ai fait pendant 5 ans, à ne pas rentrer, à vraiment vivre physiquement ces années éloignées de tout ce que j'ai vu, j'avais l'impression d'être sur Mars. Ça vous construit votre identité et d'architecte et de personne de manière très profonde. Donc, si vous avez la possibilité de partir longtemps, franchement, faites-le. Et puis finalement, quand on est jeune, on risque pas grand-chose. La pire des choses, c'est de revenir, quoi. Voilà. Moi, je suis vraiment partie en Chine avec aucun objectif, aucun a priori. On est juste rentré 5 ans plus tard avec un changement complet de notre perception du quotidien et du métier d'architecte. Le détour sur la Chine, j'avais eu la chance d'écouter une conférence exceptionnelle, donc comment ça s'appelle, c'est Yolène Escande, qui est une grande spécialiste de la calligraphie chinoise et des jardins chinois. Et j'avais été fascinée par son analyse des arbres dans les calligraphies chinoises. J'imagine que vous en avez tous vu, des calligraphies chinoises, ou si vous regardez des mangas, les calligraphies japonaises, on est complètement dans la même culture de la représentation du territoire. Et l'arbre est un élément fondamental dans la représentation du territoire et du paysage dans la représentation de la calligraphie chinoise. Et là, elle a touché une notion que je trouve assez fascinante, c'est que finalement, dans la calligraphie chinoise, plus les arbres sont biscornus, tordus, plus ils ont de nœuds, plus ils sont, comment on appelle ça, ils sont un peu ratés, un peu pas comme il faut, plus ils ont de la valeur dans la conception du jardin chinois, parce qu'en fait, justement, ce sont des arbres qui sont tellement inutiles, qui sont juste là pour être beaux, qu'à aucun moment, on aura envie de les couper pour les transformer en poutres.
Donc en fait, quelque part, le système de sauvegarde, le moyen qu'ont trouvé ces arbres pour vivre le plus longtemps possible, c'est d'être le plus déformé et inutile possible. Et quand vous comprenez, quand on déporte cette notion de l'inutilité dans ce qu'on peut faire au quotidien et donc dans l'architecture, au fond, il faut qu'on trouve des moyens de, malgré l'ensemble des complexités qu'on vous enseigne et que nous on vit au quotidien, des normes, des problèmes économiques, des problèmes structurels, des problèmes d'accès aux matériaux, du problème de remploi, tous ces problèmes-là, eh bien en fait on doit produire une architecture qui essaye d'être tout aussi inutile que ces arbres qui sont parfaitement difformes. Voilà. Donc je vous invite, si ce sujet du moyen de protection des arbres en étant les plus étonnants possibles, c'est toute cette littérature de Yolène Escande. Voilà pour l'introduction et l'explication de ce drôle de titre sur la valeur de l'imperfection. Et là, je vous montre un peu comment est-ce que je vais parcourir les projets qu'on a fait depuis une vingtaine d'années dans l'agence Atelier Archiplein. Je vais évidemment un peu vous parler des contextes, mais systématiquement, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai un certain goût pour les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui ne sont pas parfaites. Et puis, au fond, c'est pas grave. Et je pense que même ça donne une certaine valeur au projet. Voilà. Donc, l'imperfection et l'inutile peuvent être une valeur de la production de l'architecture de qualité, à mon avis. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est en plein centre de Pékin. C'est dans les Routongs pékinois, donc grosso modo la vieille ville de Pékin. Est-ce que là, ma souris fonctionne? Génial. Hop, ça c'est là, c'est le petit projet là. Là, ce que je vous montre, c'est une photo ancienne des Serheyuan, donc c'est les maisons à cour pékinoises, telles qu'elles devraient être si elles n'avaient pas été ultra densifiées après la période maoïste. Maintenant, ces Serheyuan, les maisons à cour pékinoises, elles ressemblent plutôt à ça, c'est-à-dire une surdensification qui fait qu'on a un petit peu du mal à relire maintenant les cours principales, ce genre de choses. Mais donc, c'est un peu cette espèce de brouhaha de petites toitures. Et nous, on a un client qui loue cette partie-là qui est encadrée de rouge et qui nous demande de casser un petit réduit qui est complètement en ruine et de faire une extension de la maison. C'est un projet complètement microscopique, quoi. En gros, c'est un projet parfait, d'ailleurs, quand on commence une agence, parce que c'est pas trop inquiétant. Voilà. Donc, on a rénové cette partie-là et on a fait cette petite extension. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est déjà, dès le tout début de notre intervention réelle dans le territoire, donc ça devait être vraiment tout début de notre voyage, de notre agence en Chine, en fait, on a commencé déjà à se battre avec les idées reçues et avec les a priori et avec les us et coutumes. Voilà, c'est quelque chose que mes étudiants entendent en permanence. Quand on me dit c'est pas possible, c'est la norme, ou c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas suffisant, quoi, parce que la plupart du temps c'est pas possible, c'est la norme, c'est aussi c'est pas possible, j'ai pas l'habitude de le faire, j'ai pas envie de réfléchir et on fait pas comme ça d'habitude, grosso modo. Et là typiquement on est à Pékin, à la base l'ouvrier maçon avec qui on a travaillé voulait faire vraiment un truc en placo complètement banal avec une structure acier, et nous on lui a dit non, brique. Et ça vous paraît bizarre, mais à cette époque-là, faire une extension en briques à Pékin, c'était vraiment de la science-fiction parce qu'ils étaient persuadés que c'était impossible de le faire. Donc ça, on a énormément négocié. On a fait un système, on a doublé le mur, donc la brique rouge, qui est la brique vraiment la moins chère, à l'intérieur, et après on a utilisé la brique noire, typiquement pékinoise, à l'extérieur. Et là, je vais commencer à vous parler de l'inutilité de certaines choses qu'on fait quand on est architecte. Vous voyez cette toute petite fenêtre-là ? Alors, elle est utile parce qu'elle est claire à l'intérieur. En revanche, ce qui paraît complètement, ce qui est vraiment de l'ordre du pur dessin d'architecte, c'est sa forme. Je crois qu'à un moment donné, voilà, elle est là. Voilà. On a fait cette forme-là, on avait cette petite façade qui était déjà un peu tordue parce qu'il fallait avoir de l'éclairage zénital, et on devait faire une petite fenêtre. Et pour cadrer exactement par rapport à la partie du bureau de notre client. Et je me souviens très bien de la scène, on était là, on a fait clic rapidement comme ça sur AutoCAD, sans trop réfléchir, en disant bon là, il faut une fenêtre. Et puis après, on est rentré dans le détail du projet, on a commencé à tout dessiner, et on a dessiné 25 000 variantes de cette petite fenêtre, longue, droite, tordue, tout ça, machin. Ça n'allait absolument jamais.
Ça ne rentrait pas dans l'image, enfin ça fonctionnait pas. Et on est retourné à notre toute première clic de fenêtre. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais cette fenêtre, elle nous paraissait parfaitement adaptée, elle était très bien. Et en plus, il n'était pas utile de pouvoir l'ouvrir, on n'avait pas besoin d'aérer, il fallait juste mettre un verre fixe, donc finalement, peu importe la forme de la fenêtre. On a fait cette fenêtre, on l'a réalisée, le maçon nous trouvait complètement cinglés de faire une fenêtre comme ça, mais ça, c'était pas grave, c'était pas très compliqué. Et après, c'est rétrospectivement qu'on a réalisé qu'au fond, cette fenêtre, en fait, elle faisait directement écho à un fait culturel chinois complètement classique. Donc là, on est au jardin de Summer Palace à Pékin. C'est un parc dans lequel on est allé plein de fois, puis ça faisait vraiment partie de notre culture visuelle de la Chine. Et en fait, cette petite fenêtre-là, elle a fait un écho direct avec ce parc chinois. Et là, là aussi, ça ouvre un autre sujet, c'est qu'au fond, plus vous rencontrez, plus vous voyez des choses, plus vous visitez de lieux, plus votre œil s'habitue, plus votre œil se nourrit, et plus vous arrivez comme ça à trouver des espèces de cohérence dans certains faits d'architecture. Voilà. Donc merci. Enfin, en tout cas, ça, pour moi, c'est vraiment un héritage en fait du temps qu'on a passé à étudier malgré nous, sans vraiment faire exprès, la culture chinoise et en tout cas l'art des jardins chinois. Puis après, il y a un deuxième enseignement de la Chine, et là on va comprendre le lien avec le sujet que je développe ici, qui est la question de l'altération et de l'altérité en architecture. Et un des deuxièmes apprentissages, c'est qu'on a eu un projet dans une montagne sacrée chinoise, c'est une montagne taoïste qui s'appelle Tianzhushan, dans l'Anhui. Et puis, le deuxième apprentissage de la Chine, c'est que quand on représente le territoire, donc là, vous voyez, on revient, il y a quand même des arbres, et ils ne sont pas prêts d'être coupés pour être transformés en poutres. Tous les arbres que vous voyez ici sont parfaitement inutiles. Et là, ce qu'on voit dans cette représentation du territoire, c'est qu'on se demande un peu où est l'homme, où sont les bâtiments. L'homme et les bâtiments sont complètement intégrés dans le territoire. Donc, quand on regarde en plus près, on voit qu'ici, il y a un bonhomme qui est là avec des ânes, quelque chose comme ça. Et puis quand on cherche de loin, quand on cherche vraiment, là, on voit qu'ici, il y a le village qui est intégré totalement dans le territoire. Et ça bouscule parfaitement la représentation qu'on a de l'architecture classique, les représentations avec les perspectives, les bâtiments au centre, tout ça. L'homme au centre qui domine parfaitement son territoire. Malgré ce qu'on entend, évidemment, malgré ce qu'est la Chine actuellement, qui n'est pas non plus tout à fait d'une grande délicatesse avec le territoire et l'environnement, la culture ancestrale chinoise, elle avait une posture extrêmement modeste de relation avec le territoire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a appris et qu'on a vraiment intégré de comment est-ce qu'on essaie systématiquement, quand il est possible, de s'intégrer dans le territoire. Donc le projet que je vais vous présenter, c'était pour remplacer ce bâtiment qui était en plein milieu de la montagne, qui était une espèce de centre, un bâtiment complètement décati. De toute façon, il était en presque ruine quand on a eu le projet. Et on nous a demandé de faire une maison de thé / restaurant dans le parcours d'une promenade au sein de cette montagne taoïste. Donc là, vous voyez, on se croirait vraiment dans une calligraphie. Puis là, il y a le bâtiment. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un peu en compte le territoire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'intégrer vraiment dans les courbes de niveau, exactement là où il y avait l'ancien bâtiment, pour essayer de vraiment rentrer dans cette idée de se glisser comme ça dans la campagne, dans la nature chinoise. Là, vous voyez un peu le plan avec un niveau bas, un niveau haut et une grande rampe qui permet un peu... On arrive par là, on descend par la rampe, hop, et on ressort et on continue notre chemin. L'idée, c'était de voir quelque chose qui, en termes de scénario, d'expérience du visiteur, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'arrêt. On arrive, on prend un thé, on ressort et on est comme si on était dans le mouvement de la randonnée à l'intérieur de cette montagne. Et puis quand on parle d'altération, donc ce bâtiment, on a prévu de le faire en béton de réemploi, parce que le bâtiment qui était détruit, il était très peu armé, quasiment pas d'armature, donc c'est aussi pour ça qu'il tombait en ruine par ailleurs. Donc en fait, on a fait monter un système pour concasser, et donc on a réutilisé les gravats qui étaient sur place,
L'eau, c'était facile. On a fait monter les sacs de ciment. Donc, on savait que le bâtiment, c'était le plus logique était de le faire en béton. Et donc, nous, comme on commençait un peu à connaître la Chine, on s'est dit, bon, franchement, vu où c'est, vu qui va le faire et vu tout ça, on avait un peu un espoir que ça ressemble à peu près à ça, la façade. Donc, on s'était fait notre petit Photoshop avec des banches un tout petit peu tordues, avec un béton totalement avec plein de couleurs. Et puis, en fait, on avait un peu fantasmé dans l'idée que finalement, au fur et à mesure du temps, avec toute la rugosité du béton, on allait pouvoir... Ça, c'est des très vieux documents, on les a fait il y a plus de 15 ans. Donc, c'est pas du grand Photoshop, mais c'est pas grave. Puis, en fait, on avait un peu vendu le concept... à l'Institut de recherche en disant, puis à la fin, le bâtiment va complètement s'intégrer parce qu'il va être recouvert de mousse. En fait, pas du tout, quoi. Le bâtiment, il était parfait. C'était pas du tout aussi imparfait que ce qu'on avait imaginé. Ça aussi, c'est rigolo d'espérer que ce soit moins bien que ce que c'est, mais c'est le résultat au niveau du béton était absolument exceptionnel. Ouais, c'est tout lisse, c'est tout beau. Et donc, ce qu'on voit dans ce bâtiment-là, c'est que justement, le fait d'avoir intégré dans la pente, on a une espèce de politesse par rapport à la montagne existante. On se met juste à côté, on y touche à peine. Et on essaie comme ça de se positionner de la manière la plus discrète. Ça fait quand même à peu près 1000 mètres carrés le bâtiment. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même globalement plein de petites fenêtres, quelques grandes, mais globalement plein de petites fenêtres, et on a cette unité de matériaux qui est juste du béton. C'est une grotte, c'est comme un shelter, c'est pas isolé, c'est béton, c'est pas un double mur à la Suisse là, béton, isolation, béton. Non, c'est juste du béton, parce que c'est un bâtiment qui allait être utilisé que pendant la bonne saison, et que ça servait à rien d'essayer d'isoler ce bâtiment qui était dans une montagne excessivement humide. De toute façon, aucun bâtiment peut supporter ce genre de climat. Donc, grosso modo, on a fait une grotte en béton pour simplifier à peu près les choses. Et pourquoi l'intérêt et du béton et du fait d'avoir pris des petites fenêtres, c'est que là, vous voyez ici, là, il y a le lac artificiel et le bâtiment. Et grosso modo, voilà, ça, c'est à peu près le parcours qu'il fallait faire pour apporter les matériaux sur place. Et donc, il fallait prendre en compte, en gros, la difficulté d'apporter des matériaux. Donc, il fallait quand même que des choses assez petites qui puissent se transporter par petits morceaux. Et aussi, on avait des parcours qui étaient ultra complexes, comme passer par ce chemin-là. Et il n'y a pas vraiment d'autres chemins possibles. Et après, ça, c'est au moment du chantier, ils ont créé ce genre de passerelle pour pouvoir quand même avancer plus facilement. Mais enfin, on n'imagine pas les camions. Et donc là, dès le début de la conception, on savait qu'on avait cette difficulté, donc on a vraiment pris en compte l'acheminement des matériaux. Voilà. Et en gros, c'est comme ça que les matériaux ont été montés, donc voilà, Dodan ou comme ça. Donc le module du sac de ciment fonctionnait très bien. Voilà. Il y a eu quelques trucs qui ont été amenés par... grosso modo, je dirais que 80% est arrivé comme ça, et puis il y a eu quelques-uns qui sont arrivés un peu par les airs. C'est un peu... vraiment les éléments très particuliers. Donc voilà, ça c'est une vraie photo, hein, c'est pas un photomontage. Donc c'est quand même c'était assez bien réussi. Et aussi ce qu'on a appris dans ce chantier-là, on s'en doutait, mais enfin là on l'a vraiment vu pour de vrai, c'est qu'au moment où on détruit le bâtiment existant, et en fait les ouvriers qui se sont mis à travailler sur le chantier, c'était les paysans qui travaillaient autour du village. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien qu'on décide de pas trop, découper la montagne, parce qu'en fait, c'était pas du tout des gens qualifiés, et surtout ils n'avaient pas du tout d'outils. Donc le fait d'être très poli avec la montagne était aussi rendre les choses à peu près plausibles. Donc lui, il est là juste avec un maillet pour découper la pierre. Enfin, c'est vraiment très très peu de tout à la main. Et pour les étaiements, ils sont allés chercher du bois dans la forêt pour créer les étais vraiment avec le bois de sur place. Voilà. Donc là, vous voyez la bétonnière et les sacs de ciment. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'à l'intérieur, c'est un seul matériau. Et c'est ça aussi, c'est quand c'est compliqué d'accès, simplifier le nombre de matériaux, ça rend aussi les choses un peu plus plausibles. Et après, dans les choses totalement inutiles mais qui font plaisir, comme on est au bord de l'eau, en fait, et puis que c'est un bâtiment qui n'est pas isolé, qu'il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de placo, enfin, bon, c'est une grotte, quoi.
En fait, on a fait rentrer le lac à l'intérieur du bâtiment. Donc là, il y a un trou ici, comme ça, et puis il y a vraiment l'eau qui rentre à l'intérieur. Et ça fait partie des petits plaisirs des architectes, parce qu'au fond, quand on a fait le projet, les gens n'ont pas du tout compris l'intérêt de ça. Et en fait, d'un point de vue bâtiment climatique, la manière comment est-ce qu'il pouvait un petit peu se rafraîchir l'été en faisant rentrer l'eau à l'intérieur. Et tout à coup, à l'intérieur, on a le son de l'eau, on a l'humidité de l'eau, et on crée comme ça une espèce d'atmosphère intérieure qui était quand même assez intéressante. Et vraiment, jusqu'à ce que ce soit construit, on va dire que personne n'avait vraiment compris qu'on allait vraiment faire rentrer l'eau à l'intérieur. Donc, et ça, c'est vraiment... là, c'est vraiment l'archétype d'un truc complètement inutile, mais qui, je pense, a une valeur très importante dans le bâtiment actuellement. Et là, nous, on y est retourné il n'y a pas si longtemps, puis il y a tout un petit microcosme qui se développe dans ce bassin qui est super intéressant, et c'est de l'eau tout aussi claire que le lac, puisque de toute façon, c'est la même eau qui rentre et qui sort. Voilà. Et j'aime bien commencer par montrer ce projet-là aussi, c'est que vous allez voir qu'après, on construit beaucoup de bâtiments avec des matériaux naturels, des matériaux biosourcés. Mais typiquement, si on me demandait de refaire ce projet-là aujourd'hui, je pense que je le ferais avec le même béton, parce que il cochait en fait toutes les cases de ce qu'on considérait être le plus juste, et ça fonctionne là, ça fonctionnait aussi très très bien. Donc c'est important aussi de se dire que quand on commence à rentrer dans un type, à la fin, moi j'ai strictement, concrètement, j'ai rien contre les constructions en béton, même si après j'utilise très peu, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être très conscient de ce qu'on emploie, à quel moment, à quel endroit et dans quel contexte. Donc voilà pour la grotte en béton. Ça, je vous l'ai déjà dit, la thèse de doctorat. Et j'en profite quand même pour dire que mon associé Francis Jacquet, il a fait l'école du patrimoine de Chaillot, et évidemment qu'après ce que vous allez voir de projet en pierre est largement issu de ce qu'il a appris dans cette école-là. Si vous ne connaissez pas, c'est un DSA, donc c'est un post-grade, un post-master en 2 ans qui vous permet après d'être architecte du patrimoine et surtout de comprendre un peu les dogmes de l'intervention sur le patrimoine. On apprend, ça c'est vraiment un enseignement de très haut niveau. Et voilà. Et je pense que ça nous a quand même permis, nous, d'arriver très sereinement dans la question des projets en pierre et en matériaux naturels. Et aussi, ce qui nous a fait travailler avec les matériaux naturels, c'est encore la Chine. Hein. Je lui dois beaucoup. Hein. Vous voyez ce projet-là, en fait, c'est dans le Sichuan. C'est 1 an après le tremblement de terre qui était dans le Sichuan à Dutiangyan. Et nous, on y était retournés pour faire une étude urbaine sur la reconstruction des habitats des villageois. Et puis, on a vu cette scène que j'ai trouvée complètement exceptionnelle, où vous voyez clairement que c'est des villageois, hein, c'est pas du tout des ouvriers, c'est comme le bâtiment, la maison de thé, c'est des gens qui certainement qui sont là. À chaque fois je dis que c'est lui le contremaître, voilà, c'est celui qui fait rien, je suis sûre que c'est lui le contremaître. C'est lui qui a les mains dans le dos, quoi. Et en fait, ils doivent faire un pont comme ça, je me suis toujours imaginé que c'était pour relier, je sais pas moi, le village à l'école, un truc important. Et ils se sont dit, le moyen pour eux le plus simple, c'est de la pierre. C'est incroyable, je veux dire. On était en Chine où tout ça a construit n'importe comment, tout était construit à peu près n'importe comment. Tu vas dans une des provinces les plus pauvres de Chine qui a subi un tremblement de terre colossal, et une communauté décide de reconstruire tout seul un pont en pierre. Puis on se dit, non mais ça ne doit pas être si compliqué que ça, bon sang, pour que eux ils considèrent que c'était vraiment le moyen le plus efficace entre la relation entre la matière et ce dont ils avaient besoin. Je pense que cette photo-là, elle a une grande importance aussi dans la confiance qu'on a eue dans la construction en matériaux naturels et en pierre. Voilà. Puis après, quand on parle de la valeur pas de la valeur de l'inutile, alors ça, cet artiste, pour moi, c'est vraiment ce geste. C'est vraiment l'archétype d'un truc parfaitement inutile. Quand j'ai découvert cette photo, ça m'a déjà ultra agacée de me dire encore une femme, on l'a fait nettoyer et tout. J'étais hyper énervée, puis je me suis renseignée, puis je me suis calmée, je n'avais pas compris du tout. Donc pour moi, c'est vraiment l'archétype de la valeur de l'hospitalité. Et donc c'est cette artiste américaine, oui, Miller Londemar Uclas,
qui fait tout un tas d'interventions comme ça, de choses complètement inutiles et improbables, comme aller nettoyer cet escalier dans une ville aux États-Unis. Elle refait aussi que des interventions comme ça dans des grands espaces publics qui montrent à quel point ce qu'elle fait n'a aucun sens. C'est d'une inutilité complète. Et comment on appelle ça, toutes ces interventions ont comme objectif de dire, mais en fait, au fond, il faut qu'on prenne soin des choses. Il faut que l'espace public devienne une espèce qu'on a une relation tout aussi intime entre l'espace public et l'espace domestique, et qu'on en prenne tout autant soin que comme si on était chez nous. Donc avec ce petit chiffon, elle montre qu'elle prend soin de cet escalier public, comme j'imagine elle prend soin de chez elle, grosso modo. Et donc c'est je vous conseille vraiment d'aller suivre un peu son œuvre, et en plus c'est toujours des photos qui sont vraiment très très esthétiques. Et donc, à travers ce geste parfaitement inutile, elle développe la notion de la valeur finalement de l'hospitalité, et de comment est-ce que nous devons collectivement prendre soin de ce qui nous appartient finalement à tous. Donc, pas du tout. Bon, hop, je reviendrai chez eux parce que ça ne marche pas avec moi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un projet d'un espace public, vraiment un cœur de ville, faut pas que je dise village, ils vont m'en vouloir, un cœur de ville de 10 000 habitants, donc c'est une belle ville de Haute-Savoie, dans laquelle on a eu la chance de refaire grosso modo tout le centre-ville, avec la mairie qui est là. Et de ce projet-là, ce que je tenais à vous montrer, c'est principalement un projet de rénovation. On ne va pas du tout rentrer dans le détail du projet de rénovation en tant que tel, parce que ce n'est pas du tout le sujet, bien que ça aurait été assez intéressant. Mais ce projet-là, on nous a demandé de le rénover. Donc c'était une usine de décolletage. Décolletage, c'est tout ce qui est l'usinage des vis, qui sont vraiment, c'était une grosse industrie à l'époque dans la vallée de l'Arve, donc à côté de la Suisse. Et en fait, quand on s'est intéressé à ce projet, évidemment, on s'y intéressait comme architecte, les potentiels, refaire la couleur, pas la couleur, faire une extension, pas une extension, toutes ces questions d'architecte. Mais ce qui était vraiment le plus fascinant dans ce projet-là, c'était de se demander, en fait, de tout à coup s'attacher à un élément qui, pour nous, n'avait pas énormément de valeur. C'est quand même un bâtiment assez ordinaire, mais pour l'ensemble de la collectivité, parce qu'on est vraiment en plein centre-ville de la ville, en plein centre de la ville, qui avait une valeur sentimentale et de liaison collective très importante, parce que grosso modo, il y avait à peu près tout le monde qui avait eu un grand-père ou un oncle ou une tante qui avait travaillé dans cette usine de décolletage, et c'était un peu une sorte de fierté économique du lieu. Et là, quelque part, c'était aussi une manière de prendre soin de l'identité collective de cette commune. Donc là, typiquement, vous voyez le bâtiment que je viens de vous montrer qui est en mauvais état, puis après, tout ça, c'est des extensions qu'on a faites pour répondre aux besoins du programme. Typiquement là, on a fait tout un travail de retrouver les couleurs, on a refait sortir de manière assez pétante toutes les couleurs qui faisaient vraiment l'identité de ce lieu. Pour mes étudiants à qui je parle en permanence de gouttière, là on a quand même fait une gouttière en tête de dragon. C'est quand même ma fierté, la gouttière en tête de dragon. C'est totalement inutile, mais ça fait plaisir. Et puis donc la gouttière en tête de dragon, elle crache de l'eau ici, et après il y a une gouttière pas tout aussi gigantesque que la toiture à Paris là, des Halles. Puis après il y a un jet d'eau qui tombe ici. Ça c'est pareil, c'est totalement inutile, mais quand il pleut c'est trop beau. Voilà. Et puis ça c'est pareil, personne n'avait trop capté quand on a fait le projet que ça allait se passer comme ça. Mais moi j'adore. Voilà. Et donc, ce projet-là, il y a quand même tout un travail de retourner un petit peu le bâtiment, c'est-à-dire qu'avant, sa façade principale était le long de la petite rivière que vous avez vue. Puis maintenant, tout à coup, il s'ouvre devant la nouvelle grande place. Donc, on a vraiment créé ce grand péristyle à l'avant pour dire, attention, ceci est l'entrée du bâtiment. Et là, pour nous, c'est un projet important parce que c'est la première fois qu'on a utilisé de la pierre massive. C'est de la pierre de Hauteville dans un programme, dans un projet tout court. Et donc, voilà, là, vous voyez à peu près le péristyle. Je souligne toujours le fait ici que tout est dessiné et que les choses ne doivent pas être automatiques. Et par exemple, là, ce que vous voyez,
c'est que les colonnes, elles ne sont pas alignées. Je vous remonte le plan. Les colonnes, on aurait pu bêtement les aligner parce que d'un point de vue structurel, il aurait été plus efficace de les aligner. Bon, non, pas du tout, on les a toutes décalées. Pourquoi ? C'était juste pour ça, c'est qu'au moment où on rentrait dans le péristyle, on avait tout un jeu comme ça de regard et tout à coup, la pierre prenait beaucoup de place puisqu'on les croisait. Et ça, c'est important aussi quand on est architecte, c'est qu'au fond, ce genre de petites choses, à la fois, on aurait pu être logique et faire le plus logique possible d'un point de vue structurel, mais à un moment donné, ce qu'on dessine, c'est aussi des parcours, des séquences et tout ça. Et tout ça, c'est ça qui produit un effet d'architecture. Et là, si je fais toujours un petit détour par rapport à cette notion de l'imperfection et de l'inutile, et là, c'est de l'imperfection qu'on a subie, mais qui a quand même sa toute importance, c'est qu'à l'origine, ces colonnes auraient dû être des colonnes bêtes en béton banché de base, parce que on n'était absolument pas arrivé à convaincre la collectivité que ce serait mieux et pas forcément plus cher et tout ça. Ça ne fonctionnait pas face au mur qu'on avait devant nous d'incompréhension. Donc on avait lancé le projet avec des colonnes beaucoup moins sympathiques. Et la chance qu'on a eue, c'est que le maçon était super nul, mais vraiment une catastrophe. Et que donc, on a dit, à un moment donné, le projet avançait, puis nous, on leur a dit, mais c'est pas compliqué, si c'est lui qui fait ces colonnes, elles vont être affreuses. Et là, pour pas vexer le maçon, qui est en fait, évidemment, était un ami du maire, ce qui est quand même toujours à peu près ce qui arrive tout le temps, eh bien, on a pu détourner cette imperfection de notre maçon, qui maintenant est notre maçon préféré, et grâce à lui, on a pu faire venir nos colonnes de pierre, parce que c'était quand même beaucoup plus facile pour lui de poser de la pierre que d'essayer de couler des colonnes en béton. Donc là, c'est une espèce on a saisi l'opportunité et voilà. Et puis maintenant, évidemment que tout le monde a oublié cette histoire. La commune était persuadée qu'ils étaient à l'origine de ces pierres, de Hauteville, mais pas du tout. Et voilà. Et donc là aussi, c'est pareil. Dans un processus de projet, faut savoir saisir au vol les opportunités. Bon voilà, à l'intérieur, on n'a pas trop le temps. Puis tiens, hop. Hop. Je pense qu'il m'a entendu dire. Hein? Voilà, donc après on continue un peu comme ça. Et puis là aussi c'est pareil quand même, on est bien obligé d'en parler de cette grande toiture. On a eu après la chance de faire tout le centre-ville. Et puis là on a eu tout un processus, une analyse à la grande échelle, quoi faire, quels étaient les programmes nécessaires. Et puis nous on a dit à la commune, il y a vraiment besoin d'avoir une toiture ici parce que vous ne savez pas, mais elle vous manque. Donc, ils n'ont pas trop compris pourquoi on voulait une toiture. Et nous, on se disait, c'est une manière de bien tenir cet espace public. On ne pouvait pas juste avoir que de l'espace libre. C'était trop vaste par rapport à la quantité de personnes. Ça ne fonctionnait pas. Et surtout, on sait qu'ils avaient qu'ils avaient un marché et puis qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un marché couvert. Et donc, ça a été ça, de grandes discussions par rapport au marché. Et comme à l'époque, il fallait mettre une 50aine de voitures sur cette place, parce que en Haute-Savoie, on ne se déplace que en voiture, on a dit, pas de problème, on fait la toiture, on met les voitures dessous, comme ça, vos voitures seront bien protégées, tout ça. Et ça a très, très bien fonctionné. Puis au moment où le projet a avancé et qu'il commençait à se dessiner, il y a eu un lever de bouclier et on m'a dit, non, mais c'est impossible, on ne mettra jamais de voiture en dessous, le projet est trop beau, ça ne va pas, on ne mettra pas de voiture. Donc, grâce à la toiture, les voitures sont parties. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est que plutôt que de braquer en disant « il ne faut pas de voitures sur l'espace public », nous, on était là, oui, bien sûr, on va mettre des voitures. Puis tout à coup, les voitures, elles sont parties toutes seules parce que l'espace public prenait une trop grande part dans la perception de l'espace public. Donc tout à coup, on se dit « mais non, c'est trop beau pour qu'il y ait des voitures ». Donc quelque part, voilà, c'est quand même... Et après, ce que je peux vous dire sur... Donc, on ne va pas rentrer dans le détail structurel de cet édifice, on n'a pas le temps. En revanche, ce que je trouve quand même important toujours de souligner, c'est encore quelque chose de parfaitement inutile et de pourtant parfaitement indispensable, c'est qu'on devait avoir des grandes portées pour pouvoir faire des demi-tours des camions pour les marchés. Elle est très technique, elle fonctionne très bien au niveau d'un usage quotidien d'un marché. Mais à l'avant, comme ça, il n'y avait aucune raison de faire passer un camion. Donc, on a mis plus de colonnes que ce qui est nécessaire. Donc, grosso modo, je crois qu'il y a 2 colonnes de bois, 2 colonnes qui auraient pu ne pas être là,
d'un point de vue structurel, donc qui, quelque part, sont parfaitement inutiles. Et pourtant, on les a mis, on n'a pas vraiment tout à fait suivi les préconisations de l'emploi du minimum de structure, parce que ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait un accompagnement du piéton qui arrive là de la mairie, ou en tout cas de la partie commerciale du centre-ville, et qui sont en fait tenus par cette colonnade de bois qui était quand même assez dense. Elles font 7 mètres de haut, mais elles sont assez denses, pour qu'en fait, cette idée-là d'accompagner le visiteur de la colonne de bois jusqu'à la colonne en pierre. Et puis, s'il y avait eu moins de colonnes, évidemment que ça faisait plus des poteaux pour tenir une toiture. Et donc, quelque part, c'est de se dire, il y a la réalité constructive, il y a les préconisations de l'ingénieur structure, c'est super, mais après, il y a ce que nous, on a envie de faire et ce qu'on a envie que les gens ressentent quand ils vont parcourir le lieu. Donc là, c'est pareil, c'est un peu... Bon, ça, je ne l'ai dit à personne, hein, ben oui, on a payé, grosso modo, 2 colonnes en trop, voilà. Mais je suis sûre que elles sont utiles maintenant et on ne pourrait plus vivre avec. On ne peut plus vivre sans, quoi, je veux dire. Voilà. Voilà, l'inutile. Bon, voilà, après, ça, c'était... Ah, et puis après, il faut que je remonte quand même pour ce bâtiment-là, parce que je ne sais plus pourquoi je l'avais mis devant. C'est pas très grave, parce que c'est quand même la photo de la conférence. Voilà. Dans la valeur aussi donc, de l'hospitalité, il y a aussi cette notion, comme pour l'usine de décolletage, et ça, je pense que vous êtes tous convaincus, parce que c'est très présent dans les écoles d'architecture, qu'évidemment, plus on maintient, plus on rénove, plus on essaie de détruire un minimum de choses. Donc là, c'est un projet, c'est un couvent capucin. Donc bon, forcément, ça aide. On n'a pas du tout envie de détruire un couvent capucin. Donc c'est pas très héroïque de rénover un couvent capucin, parce que c'est vraiment des bâtiments qui sont de toute façon de qualité de manière absolument objective. En revanche, que là, ce que vous voyez dans l'intervention qu'on a fait, le projet est fini. Hein, la façade n'est pas en attente de ravalement de façade. On a fait un projet qui permettait de, à la fois, rénover le bâtiment, l'intérieur, tout est juste d'un point de vue thermique, électricité, tout est juste. Mais ce qu'on a vraiment fait, c'est de signifier le fait de ne pas forcément intervenir sur la façade pour se souvenir que oui, c'est un ancien bâtiment, et que oui, il a vécu une histoire, et que oui, il a été abîmé, et que ces matériaux-là ont subi une certaine patine avec le temps qui passe. Et quelque part, c'est aussi intéressant quand on intervient sur l'existant, à quelle limite, à quel moment on s'arrête, à quel moment on décide de refaire au plus neuf, et de laisser finalement des choses qui fonctionnent encore très bien et qui n'ont pas besoin d'être rajeunies. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi une certaine... je l'ai mis dans la notion de l'hospitalité, parce que c'est une certaine politesse aussi qu'on a par rapport à ce qui est là, ce qui n'a pas du tout besoin d'être modifié, et comment est-ce qu'après on rajoute un élément nouveau. Donc là, l'élément le plus remarquable de ce projet-là, c'est cette grande galerie qui est aussi en pierre massive. Donc c'est pareil, c'est aussi une pierre de Hauteville, qui est à quelques, 150 km même pas du site. Là, vous voyez mieux l'intervention dans l'ensemble du couvent, et ce grand péristyle comme ça, cette grande galerie en pierre. Donc bon, la rénovation à l'intérieur, je vous montre juste pour vous montrer qu'on n'a pas que fait l'extérieur, mais puis là, quelque part, c'est là où on a ce petit bout là que je vous ai mis sur ce petit bout de cristaux que je vous ai mis sur la photo. C'est ici, en fait. Donc, on a refait une intervention. La seule intervention qu'on a fait sur la façade, c'était côté cour, parce qu'elle était totalement borgne, et que ça rendait le lieu totalement inutilisé. Donc on a fait ce grand verre fixe, et là on a mis un grand monobloc en pierre de Hauteville. Et là c'est pareil, c'est des heures des négociations avec le maçon qui était en panique totale. Donc on a dû beaucoup l'aider. On était là le jour où il l'a installé tellement il était stressé. Bon. Et puis quand on l'a ouvert, quand on a regardé la pierre, il y avait cette petite imperfection qui était là comme ça. Donc quand on la voit, vous voyez, elle est juste là sur l'image. Et puis c'était intéressant parce que quelque part, le maçon qui a reçu la pierre, il était prêt à la renvoyer en disant retour pour défaut, quoi. Mais en fait, nous, on a trouvé ça exceptionnel, quoi. On a réfléchi des heures pour savoir où la mettre, pour qu'elle prenne un maximum de soleil. Et puis ça, c'est vraiment une discussion collective qu'on peut avoir sur ça, c'est une imperfection ou c'est une merveille, on ne sait pas trop.
Et de toute façon, d'un point de vue structurel, la colonne, elle tient rien. Donc bon, c'était pas tellement grave, elle n'avait pas d'impact. Et tout à coup, on a révélé comment la pierre s'était construite. Enfin, tout à coup, elle raconte une histoire. Et finalement, ce genre de petites surprises, on les a aussi quand on travaille avec des matériaux naturels, non transformés, géosourcés, parce qu'on doit savoir que quand on travaille avec ces matériaux, de toute façon, ça va arriver, parce que c'est justement pas des matériaux standards, c'est pas des matériaux pour lesquels on peut espérer vraiment un résultat totalement homogène. Donc là, voilà, c'est au fond. Moi, je trouve ça, évidemment, vous trouvez ça magnifique. Et en aucun cas, il fallait la rendre pour imperfection. Voilà. Puis là aussi, il y a une autre petite imperfection dans cette pierre. Je ne sais pas si vous voyez assez sur l'écran. Vous voyez, elle a des deux couleurs, un peu beige, un peu grise comme ça. Elle est un peu bigarrée comme ça. On voit un peu là aussi. Ici, vous voyez, elle a plein de différentes couleurs. Puis là, c'est pareil. Si on avait fait des beaux blocs de béton teintés, on aurait une couleur homogène et on serait content. Puis là, quand on utilise la pierre, il y a des bancs qui sont bleus, des bancs qui sont beiges. Puis au milieu, il y a des bancs qui sont comme ça avec ces deux couleurs. Et c'est intéressant parce que la carrière nous a dit celles-là, elles sont moins chères parce que les gens les achètent moins parce qu'elles ne sont pas parfaites. Alors que moi, je trouvais ça extraordinaire d'avoir la chance d'avoir quelque chose d'unique, d'autant plus unique qu'on n'allait même pas savoir exactement où allaient se déplacer les couleurs. Donc voilà, donc vous voyez ce résultat-là où finalement, c'est vraiment parfaitement aléatoire la position de la... Alors est-ce que c'est parfait, imparfait? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est parfaitement inutile. C'est dans la galerie. Et là, le client avec qui on a fait pour qui on a fait ce projet a une grande passion pour la culture chinoise. Et au milieu de cette galerie, on a fait cette espèce de trou rond, un peu à la manière d'un jardin chinois. Et là, c'est pareil, ça sert à rien. Je veux dire, ça va de nulle part à nulle part. Enfin, je veux dire, c'est juste parce qu'à cet endroit-là, ça crée une espèce de perspective sur le jardin qui est absolument géniale. Et ça n'a pas vraiment complètement... On ne peut pas vraiment le justifier d'un point de vue programmatique. Et c'est peut-être pas grave. Mais maintenant qu'il est là, on se demande comment ça aurait été possible de le faire autrement. Voilà. Ah ouais, je vais arriver un peu sur les cailloux. Hop, les cailloux. Mais là, c'est trop parfait, il n'y a rien d'inutile. S'il y a des trucs inutiles. Donc, j'avais un peu plus vite. Donc là, je vais plutôt rentrer dans les deux derniers projets... qui sont des projets qui sont les plus récents. Donc ça, c'est un projet, ce sont des logements sociaux que l'on a fait pour la commune de Plan-les-Ouates, qui est dans le canton de Genève. C'est issu d'un concours sur invitation et qu'on a fait, le concours, on l'a fait en association avec Gilles Perrodin. Donc on a proposé de faire un projet, un bâtiment de logements sociaux en pierre massive. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans le jury, on avait quelqu'un qui était vraiment pro pierre massive, donc il a quand même pas mal aidé, à mon avis, à ce que notre projet ne soit pas exclu dans les 5 premières minutes. Et je pourrais vous dire qu'à l'époque, on a gagné parce qu'ils étaient très engagés sur les questions de durabilité, parce qu'ils croyaient à la pierre, mais absolument pas, ce serait vous mentir. Je suis persuadée que nous avons gagné le concours grâce à un système, avec ce système structurel en anneaux, vous voyez, en axonométrie, puis là vous le voyez en plan. On a tout ce qui est rose, ce sont les anneaux de pierre massive. Et donc, en fait, que tout de suite ont vu les personnes qui n'avaient strictement rien à faire de la pierre, c'est qu'avec ce système de couronne qui est là, donc là, c'est les noyaux, puis le système de couronne, on les a déportés un peu sur le centre pour minimiser les zones sans lumière, maximiser ici les zones avec les clairs de vue. Et en fait, cette manière-là de poser les pièces importantes le long de la façade a tout de suite montré à quel point le bâtiment était extrêmement flexible et surtout ils se sont rendus compte qu'il était possible entre le concours et le développement de projet de nous faire rajouter une pièce par étage, quoi. Donc en fait le projet était hyper efficace d'un point de vue des mètres carrés, de la répartition des pièces. Donc clairement ce qui a fait gagner le projet, c'est les typologies des appartements et à ce moment-là, une certaine perfection du plan qui fait qu'il était irréprochable par rapport aux autres concurrents. Et après, ils se sont rendus compte qu'il était en pierre. Alors, évidemment qu'ils s'en sont un peu rendus compte, mais à un moment donné, c'est pas du tout la pierre qui avait été un argument à l'époque pour nous faire gagner, voire même qui était un vrai problème parce que personne ne savait faire construction en pierre. Voilà.
Et la deuxième chose importante à retenir avec ce projet, c'est que bien évidemment qu'on est isolé à l'intérieur, parce que la pierre ne suffit pas pour isoler les bâtiments avec les exigences actuelles. Donc là, c'est une exigence qui s'appelle très haute performance énergétique. Bref, c'est très, très bien isolé. Donc, il est isolé à l'intérieur. Mais comme à l'intérieur du bâtiment, on a fait ces 2 couronnes de pierre, ça fait qu'en fait, les habitants perçoivent la pierre à l'intérieur de leurs appartements. Donc, malgré le fait qu'on soit isolé et qu'on ne voit plus la pierre de façade, on voit il y a de la pierre dans les couloirs et dans les intérieurs. Ah bah tiens, voilà. Donc là, ce qu'on a fait pour ce projet-là, on a aussi joué, comme d'habitude, la carte de montrer les matériaux les plus simplement possible. Donc pour ce projet-là, on a des dalles en béton tout à fait ordinaires, des escaliers en matériaux bruts tout à fait ordinaires, et ce qui n'est pas ordinaire, c'est d'avoir une vraie structure en pierre massive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ancrage, aucun béton, c'est juste des pierres qui sont posées les unes sur les autres. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le mur commun, c'est pour ça qu'on le voit comme ça des 2 côtés. Et là, vous voyez l'ambiance dans les appartements où il y a une couronne intérieure en pierre. Et donc là, je le rappelle, c'est des logements sociaux. Donc vous allez me dire, oui, mais tu construis en Suisse, c'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets, mais ce sont des bâtiments les moins chers. Enfin, le budget était le plus bas de ce qui se construit sur le canton de Genève. C'est ça, sinon rien n'est comparable. Mais voilà. Et après, je suis obligée de vous expliquer aussi cette photo-là, parce qu'on est à l'intérieur d'une loggia, et là aussi, on a fait des choses qui sont vraiment liées à une question d'architecture. Par exemple, le linteau en pierre est bien plus gros, bien plus épais que ce qu'il aurait dû pour juste faire une petite traversée comme ça. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était de voir comme une sorte de pièce en plus et d'intérioriser ces loggias pour que quand les gens soient là, ils aient quand même encore un peu l'impression d'être dans l'appartement. Donc ça, c'est pas lié à une mesure nécessaire d'un calcul d'ingénieur, c'est lié à un désir de voir cette pierre puissante qui fait cette traversée-là. Et donc là, on est tout le temps entre le désir de dessin et d'ambiance architecturale et la nécessité structurelle, ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, il y a une autre chose aussi qui rentre bien dans la thématique de l'inutile, c'est la gestion de l'angle là, vous voyez ici. Vous voyez ce petit creux là, ben, ça ne sert à rien. C'est juste parce qu'on trouve ça beau. C'est quand même important, quoi. Donc évidemment que ça a coûté une découpe en plus par rapport à la pierre, mais nous, ce qu'on voulait absolument, c'était créer comme ça, rentrer dans l'histoire de la gestion des angles creux, de l'histoire de l'architecture. Et puis donc, à un moment donné, on s'est dit, bah voilà, nous, notre angle, on va le traiter comme ça. On ne l'a pas juste traité comme si ce n'était pas un sujet. Donc c'est aussi important de se dire, mais qu'est-ce qui peut vraiment faire sujet d'architecture, même si on construit des logements sociaux de manière vertueuse, avec des matériaux naturels, à la fin, on a quand même le droit de dessiner. Puis après, on pourrait aussi parler de la corniche. Vous connaissez l'élément de la corniche, c'est une manière de créer comme ça l'horizontalité. En revanche, le dessin de la corniche, ça, on aurait pu complètement le faire autrement. Une corniche, ça a une utilité, parce que ça permet à faire un renvoi d'eau qui envoie l'eau le plus loin possible de la façade, et qui permet de ne pas faire des dégoulinures. Donc ça, concrètement, c'est quelque chose d'utile. En revanche, on aurait pu la dessiner complètement différent, et on s'est mis d'accord pour la dessiner comme ça, avec cette thématique un peu classique. Voilà. Et pour ce projet-là, c'était notre premier gros projet en pierre massive, donc on voulait vraiment exprimer la massivité. Donc on a fait des gros murs très épais, et ça marche aussi très bien dans un contexte de densité, parce qu'il y a beaucoup de vis-à-vis, donc ça permettait aussi aux gens, derrière l'épaisseur en fait, des murs, de quand même se créer une espèce d'intimité, et pas être projeté comme ça en façade systématiquement. Voilà, là on voit bien l'angle. Voilà. Puis après, il y a la notion aussi d'hybridation et d'innovation. J'ai encore 5 minutes. Là, j'aime beaucoup ce projet. L'image n'est pas de qualité, je m'excuse. Vous connaissez cet architecte-ingénieur Eliado Diaste, qui a vraiment fait des choses exceptionnelles avec des briques en Uruguay. Et puis lui, il faisait des trucs complètement incroyables, d'aller vraiment aller chercher au maximum de la capacité de cette petite brique. Il a fait des vrais bijoux. Et il était vraiment dans l'hybridation des techniques entre ce qu'il avait appris à Zurich, de ce qu'il connaissait de la culture des maçons de l'Uruguay. Et là, typiquement, vous connaissez, c'est comme un origami où il va utiliser la forme de ce mur pour rigidifier
au maximum ce mur sans forcément utiliser plus de matière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une espèce de perfection de la relation entre la forme, la structure et la matière à disposition, et la compétence des maçons sur place qui savent parfaitement mettre en œuvre la brique. Donc là, c'est pareil, toutes les notions d'hybridation, il faut vraiment étudier cet ingénieur architecte qui était assez génial. Et puis donc, de manière tout à fait modeste, j'enchaîne sur ce bâtiment-là. Donc ça, c'est un bâtiment qui a d'ailleurs, oui, semaine dernière, on était finaliste du Materia Award. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un logement social, c'est un HLM qui est fait par une fondation, financé par une fondation genevoise. Et lui, c'est pareil, c'est les bâtiments, le coût de construction le plus bas disponible à Genève, avec une gestion du budget au franc près, parce qu'il fallait surtout pas que la fondation protestante ne dépense plus que ce qui est nécessaire pour créer ces logements. Et ces 10 logements qui sont faits qui sont utilisés pour des gens dans une grande précarité, ils restent 6 mois, 1 an à peine, ils doivent après partir ailleurs. C'est vraiment une espèce de lieu de refuge, l'espace d'un instant. Et en bas, c'est un atelier workshop aussi pour des gens qui sont en train de se reconstruire après, je sais pas, des burn-out, des crises, des moments où ils ont un peu lâché prise. Et c'était vraiment une des dernières parcelles disponibles au centre-ville de Genève. Là, on est vraiment au bord du Rhône, au centre-ville de Genève. Et on est dans le centre historique. Ah bah voilà, oui, pas très logique, j'avais pas vu que... Voilà, on est ici, donc là, vous reconnaissez, c'est vraiment le bout, et ça, c'est vraiment le centre historique de Genève, la gare. Voilà, c'est pareil, c'était un concours sur invitation que là, on a fait seul. Et pour ce projet-là, il y a plusieurs thématiques à aborder, mais principalement, c'est comment on s'intègre aujourd'hui dans un tissu urbain existant et préservé. Quand on construit en pierre, c'est facile parce que le bâtiment à côté est en pierre, discrètement, on vient se glisser à côté de ce bâtiment, donc ça permet d'avoir une intégration, c'est vraiment pas compliqué. Et puis on a eu de la chance parce que grâce à ce bâtiment, tout ce qui était ces systèmes de voûte plate, ça paraît complètement tombé sous le sens de construire comme ça avec ce type de façade. Et là, ce bâtiment, il est aussi totalement structuré en pierre. Il n'y a pas une goutte de béton dans les structures verticales. On a les façades qui sont en pierre et à l'intérieur, on a un noyau en pierre. Et pour celui-là, on est arrivé en plus à faire des planchers en bois qui ont une couche de 8 cm de béton pour les questions acoustiques. Donc, bois préfabriqué et pierre pour la structure. Voilà. Et je vais aller un peu vite. Oula, ça a tout tourné, je ne sais pas pour quelle raison. Et là, c'est important là, de parler de l'importance des ingénieurs qui ont vraiment joué le jeu et qui se sont intéressés à la construction en pierre pour de vrai, et non pas d'essayer d'appliquer des habitudes de béton sur la pierre. Donc là, ça a été très très agréable de travailler avec ces ingénieurs-là. Et je suis désolée que je ne sais pas pour quelle raison ça s'est tourné, c'est pas très grave. Et pour ce projet-là, vous voyez, imaginez-le dans l'autre sens, on a dû faire un espèce de processus mixte d'hybridation entre un système traditionnel de maçonnerie en pierre classique et un système très moderne de post-contrainte avec des câbles. Et je vous montre où est-ce qu'ils sont les câbles sur un document droit. Voilà. Dans le noyau central, il y a 12 câbles qui sont mis à l'intérieur et qui sont en fait serrés post-contraints pour créer un faux poids sur ce noyau. Pourquoi ? C'est parce que dans la maçonnerie en pierre, utilisée vraiment comme de la maçonnerie, c'est le poids qui va contrebalancer les questions sismiques. Donc, en gros, le poids vertical contrebalance les mouvements horizontaux du sismique. Et Genève est vraiment sur une zone sismique assez importante. Pour le bâtiment de Plan-les-Ouates, le gros bâtiment, il était tellement lourd, les pierres étaient tellement grosses qu'on n'a absolument pas eu ce problème. Mais pour celui-là, on a fait des pierres beaucoup plus fines, on a fait des grandes, qu'on appelle ça des grandes arcades, et donc il n'y avait pas assez de poids de la pierre pour contrebalancer ce système sismique. Et comme nous voulions absolument pas de chaînage en béton dans les angles qui allait complètement à l'inverse de la maçonnerie en pierre, on a cherché avec les ingénieurs un autre dispositif qui est ce système de câbles qui ne sont pas du tout coulés dans du béton. C'est juste des câbles qui sont post-contraints et qui donnent un poids
poids comment on appelle ça, rajouté au noyau pour pouvoir gérer ces problèmes sismiques. Et donc, dans ce projet-là, on montre vraiment comment il est possible de à la fois utiliser la pierre à bon escient et à la fois utiliser les systèmes techniques contemporains, enfin, je veux dire, voilà. Et là, typiquement, maintenant, il y a un moniteur en dessus qui vérifie qu'il y a bien la bonne pression. Enfin, c'est un peu de la haute technologie, c'est vraiment l'archétype de l'hybridation structurelle. Mais une fois de plus, je suis obligée de vous le dire, ce qui nous a fait gagner, c'est pas du tout la pierre, c'est le plan et c'est les typologies. Et ça, c'est important quand on est architecte, de ne pas oublier ça. C'est qu'on a beau dire, moi, je construis en terre, en pierre, en bois, je vais chercher des matériaux de réemploi, tout ça, j'ai fait tout juste. Mais si à la fin, votre bâtiment, il ne fonctionne pas, si à la fin, c'est pas beau, si à la fin, ça ne fait pas rêver, que c'est pas désirable, en fait, ça ne marche pas. Donc, le type de matériaux utilisés, c'est vraiment, maintenant, c'est de toute façon, dans tous les projets, c'est une condition sine qua non. Mais ce que nous, on doit faire, c'est créer de l'espace de qualité. Et c'est ça qui est vraiment notre grande force. Donc c'est quand même important de ne pas oublier qu'en fait, à la fin, on fait un espace dans lequel les gens vont vivre, et c'est l'espace de qualité qui fait vivre le projet. Et là, on a gagné le concours parce qu'on a fait le choix un peu osé d'avoir un seul noyau de centrale, et en fait de desservir les appartements par des coursives extérieures. Donc c'était un peu, soit on passait, soit on sortait, parce que les coursives, c'est très clivant. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Bon, donc on a fait ce choix-là parce que je suis sûre que c'était la meilleure des solutions. Et donc, sur cet appartement-là, il faut imaginer qu'il a un voisin qui passe devant quand il va quand il rentre chez lui, et qu'on a vraiment les cuisines qui donnent directement sur la coursive partagée. Et là, c'est des grands appartements, donc c'est pas un problème. Et l'argument qu'on a donné, c'était que comme c'est dans le programme, il n'y avait pas d'espace extérieur de programmer, de financer, parce que c'était pas du tout prévu, et bien ça nous permettait d'offrir en plus aux gens qui habitaient ici des espaces extérieurs, avec la condition que quelqu'un passait de temps en temps devant une pièce. Donc c'était comme ça qu'on est arrivé à argumenter, et c'est finalement ce qui a été considéré comme le plus juste. Voilà. Bon, je la trouve très belle cette photo, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, mais je l'aime bien parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le rapport parfaitement nickel mais ça c'est grâce un peu à la précision qu'on a à Genève. Ils ont refait les trottoirs, c'est absolument nickel, et c'est vrai que quand même ça fonctionne bien d'avoir ces matériaux, ça fonctionne bien d'avoir la pierre qui va comme ça jusqu'au sol, tout à coup, on a l'impression que ce bâtiment il est là depuis toujours. Puis après, malgré tout, il y a quand même un vrai travail de dessin de la façade. Là, il y a tout. On a fait les fenêtres particulièrement fines pour donner un peu d'élancement à la façade, alors que quand on regarde le bâtiment de l'autre côté, on est vraiment des grandes ouvertures. Donc ça aussi, c'est pareil. C'est pas parce qu'on construit en pierre qu'on ne doit pas quand même réfléchir à la modénature et au dessin de la façade. Et là, typiquement, vous voyez un truc aussi complètement inutile, c'est les feuillures. Vous voyez, il y a comme une ombre ici. Ben ça c'est pareil, ça sert à rien, je veux dire, c'est pas pour cacher un rideau, c'est pas structurel, non, c'est juste parce qu'en fait, ça a tout à coup, le fait que ce soit pas plat, ça crée une ombre, ça crée des détails, et ça fait une espèce d'ornementation comme ça qui donne un petit peu de la beauté à la façade, et donc il faut pas, enfin je pense que c'est important de bien se dire qu'au fond, il faut en permanence bien maîtriser tout comment on décide de dessiner. Voilà, je peux m'arrêter là, ou je suis encore un peu... Après, j'ai un truc sur les matériaux, mais c'était pas trop le thème, et j'aime bien en parler quand même. Je continue. Vous supportez encore ? Ok. Alors, après, je suis obligée de parler de ce tableau que j'adore. Donc, vous connaissez, hein, vous l'avez tous vu, l'Angélus, c'est la scène, on entend l'Angélus, et puis les deux paysans, ils arrêtent de travailler pendant que les cloches sonnent et tout. Enfin bref, il se passe rien, quoi. Et je trouve ce tableau complètement incroyable parce qu'il se passe absolument rien. Et puis, dans l'histoire, dans mes cours d'architecture, j'ai eu 150 profs qui m'ont parlé de ce projet. Dali l'a redessiné à peu près 300 000 fois. Enfin, il y a quand même un truc fascinant dans ce tableau. Donc, je fais partie des nouveaux geeks fascinés par ce tableau parce que à chaque fois, voilà. Je peux même pas m'expliquer, parce qu'en fait, on sait même pas ce qu'ils sont en train de cultiver, quoi. Puis en fait, on s'en moque un peu. Et puis, en fait, ce qui est quand même incroyable,
c'est que derrière, il y a ces espèces de... Là, vous voyez, la petite église comme ça. Puis en fait, moi, je sais que cette église, elle est faite en pierre des champs. Puis j'imagine que leur ferme, elle est aussi faite en pierre des champs. Puis en fait, c'est vachement intelligent, leur système. À chaque fois qu'ils creusent pour aller récupérer, on a d'ailleurs des pommes de terre, des navets, c'est égal, il y a des pierres qui ressortent. Et puis, à l'époque où on faisait ce genre de travail comme ça à la main, les pierres gênaient un peu pour cultiver. Donc on faisait un tas de pierres, on continue à cultiver, et puis le tas de pierres, on s'en servait pour faire les murets et les églises. C'est quand même complètement banal de faire ce genre de choses. Et puis ça, c'est un processus qu'on a un peu perdu comme ça avec le système de l'industrialisation, avec les trucs qui viennent de loin. Et puis finalement, ça nous rappelle qu'au fond, ce déchet de pierre de champ, il était naturellement, sans avoir fait 40 000 thèses, réutilisé pour bâtir les édifices d'à côté. Et donc ce travail sur la pierre... on a aussi construit des bâtiments en pierre des champs que je n'ai pas montré. Et puis, il y a une espèce de logique entre l'acte nourricier, le déchet, la pierre. Et ça, en termes de symbole de la construction circulaire, je pense que ce document, cette représentation est absolument parfaite. Donc ça, c'est une espèce d'évidence. Vous l'aviez vu, que c'était ça qu'on voit dans ce tableau. Bon, non mais commencez pas, parce que si on se met à regarder ce tableau, on est foutu. On en a 40 000 hypothèses. Bon. Après, il y a une deuxième aussi représentation ultra technique que j'aime beaucoup, que j'ai piquée à Pierre Bidot. C'est pas moi qui l'ai faite. Ça, c'est vraiment montrer les questions de CO2, de matériaux, d'empreinte écologique à la manière d'un truc super simple. Donc, c'est ce bouquin qui s'appelle La pierre, un matériau du passé et de l'avenir, qui date des années 50. Et grosso modo, à l'époque, ce qui était important, c'était le temps et le coût que coûtait un homme qui donnait des coups de pelle pour aller chauffer les chaudières, et donc tout était le coût était lié à la quantité de charbon. Et il fait tout un tableau en disant voilà, pour faire 1 mètre cube de béton, il faut 225 kilos de charbon. Pour faire extraire 1 mètre cube de pierre, il faut 10 kilos de charbon. Ben là, il n'y a pas 40 000 études d'environnement, de trucs super complexes avec des diagrammes. C'est hyper simple. Et donc, à cette époque-là, je pense que ce monsieur n'était pas du tout conscient des questions d'écologie. Ça ne l'intéressait pas. Lui, c'était le coût, temps, manœuvre, matériaux. Mais je trouve que c'est excessivement limpide. Donc, il ne faut pas oublier qu'on pourrait prendre n'importe quelle mesure, CO2, n'importe quelle mesure, kilowatt. Mais en fait, à la fin, le rapport entre extraire un matériau et le produire, ou extraire un matériau, que ce soit la terre ou la pierre, on a vraiment explosé avec les matériaux industriels et chimiques, on a explosé l'empreinte et ce dont on avait besoin pour créer le matériau. Voilà, donc je trouve ce document assez performant. Puis après, vous allez me dire, gna gna, la pierre d'où elle vient, faut compter les kilomètres, tout ça. Donc bon, j'ai fait une jolie carte, comme ça, on ne me demande plus d'où vient la pierre. Donc là, on a Genève, et puis grosso modo, tout ça, c'est les carrières qu'on a sourcées, avec qui on a déjà pris contact, on sait comment ils fonctionnent, parce qu'il faut quand même vachement s'adapter à la pierre. Et donc, la pierre des bâtiments sont principalement... Hauteville, je vous en ai beaucoup parlé. Puis après, il y a la pierre de Fontvieille. Et puis, il y a toutes les pierres un peu qui viennent de Poitiers, Chauvigny et compagnie, Mini Chauvigny. Donc, grosso modo, qui viennent à peu près de 500 km de Genève. Ça, c'est à peu près les pierres qu'on est arrivé à sourcer. Puis après, moi, je travaille en Suisse, donc je me suis beaucoup intéressée à la disponibilité de la ressource en Suisse. Ça, c'était, il y a une centaine d'années, toute la ressource en Suisse. Vous le savez bien, c'est les pierres calcaires les plus faciles à utiliser, donc il y en a quand même beaucoup. Et en 100 ans, tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus que ces carrières qui sont exploitées. Elles ne sont pas, la plupart, pas exploitées parce qu'il n'y a plus la matière. Elles sont exploitées parce qu'elles ont été fermées pour des raisons écologiques, ou fermées parce qu'elles ont été rachetées par la production de granulats et de ciment. Donc maintenant, il ne reste plus que ces carrières-là à disposition pour la production de blocs de pierre. Puis là, j'arrive, et puis vous reconnaissez les bâtiments, les gros bâtiments de Plain-les-Ouates, puis on est quand même juste en face du Salève. Et le Salève, c'est une très belle pierre calcaire. Et donc, on s'est dit, mais on est quand même bien bête d'être allé chercher de la pierre à 500 km alors qu'il y en a juste en face. Sauf que, c'est pas le Salève, j'ai pas retrouvé une vraie photo d'explosion, mais le Salève, depuis des années, exploite sa matière en système d'explosion interne. On ne les voit même pas, ça se passe à l'intérieur, pour créer du gravat, pour après revendre les gravats aux cimentiers. Et que donc, même s'ils auraient voulu se relancer dans la production de la pierre de taille, la ressource est endommagée pour toujours,
parce qu'elle est micro-fissurée dans l'ensemble du salève. Donc, c'est pas que la matière n'existe pas, c'est le système d'extraction l'a endommagé de manière totale. Donc finalement, on ne peut plus faire des gros blocs comme ça, bien jolis. Ça, c'est un morceau de plan-léouate, hein, ça ne se voit pas, mais c'est un bout de plan-léouate. On ne peut plus faire ça dans le salève. Ce qu'on peut récupérer, c'est ce genre de petits blocs. Voilà. Donc on a travaillé, nous, sur un sujet de recherche pour comment réutiliser ces petits blocs-là. Donc en ce moment, c'est quoi les projets de H Architect, c'est ça? J'ai peur de mal le dire. Donc c'est un petit peu ce genre de projet-là. Sauf que nous, on aimerait vraiment travailler la pierre avec vraiment la partie liant, très peu, avec beaucoup moins de liant. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le salève, on a fait des prototypes, on est en partenariat avec une entreprise de préfabriqués qui a comme ça une belle usine de préfabriqués de béton et qui est très intéressée par l'emploi donc, de ce béton cyclopéen non armé pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment réutiliser les déchets de la carrière. Donc voilà. Donc je termine sur cette notion-là de comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources au mieux, et donc soit voilà, les beaux blocs de pierre, soit les déchets de carrière, et voilà, puis j'adore cette photo. Voilà, ce qu'il ne faut quand même pas oublier dans tous nos nouvelles paradigmes de l'empreinte, de le fait qu'on veut être le moins impactant possible sur les territoires, à la fin, on fait quand même de l'architecture pour les gens et qu'il faut que ce soit beau. Voilà, c'est juste ça. J'ai fini. Merci. Question. Derrière toi. Je voulais savoir, pour l'isolant à plan-léouate, vous avez utilisé quoi avec la pierre? Un isolant ordinaire. Il n'y a aucune recherche particulière par rapport à... C'est un isolant classique qu'on aurait pu trouver partout. Ouais. Mais léger, très léger. Ah non, mais si tu veux... Une autre question piège. Moi, je peux... Ouais, parce qu'il y en a... Ouais. Ok. Quel est l'argument pour justifier l'inutile? Pour justifier quoi? L'inutile. Parce que ça a un prix quand même, l'inutile. Ça a un quoi? Un prix. Comment, par exemple, là, la petite feuillure qu'on voit par exemple sur la photo, comment on la justifie? Est-ce que ça a quand même, ça nécessite une découpe en plus, etc. Donc ouais. comment on peut justifier? Alors, si on parle de cet inutile-là, il n'y a pas... Il n'y a pas particulièrement de surcoût par rapport à ce genre de découpe en plus. Ça, c'est pareil, à force de travailler avec les carrières, nous, maintenant, on a vraiment compris, dans la manière dont on va dessiner le plan de calpinage, qu'est-ce qui va impacter des surcoûts et qu'est-ce qui n'en impacte pas. Et là, dans ce cas précis, c'était pas du tout le problème. Voilà, c'est d'autres... c'est pas ce genre de détail qui va impacter le coût. Et au fond, tout doit être... Tu vas mesurer là où le dessin ne va avoir un effet à la fois sur la personne qui regarde et à la fois dans l'histoire de l'architecture, quelque part, mais qui n'a pas vraiment d'effet réellement sur le coût du bâtiment. Voilà. Ok, merci. Ouais. Question? Alors je vais m'éloigner un peu du sujet, mais en fait vous avez parlé beaucoup, vous avez fait tous ces projets à l'international, que ce soit en Chine, en Suisse, et je me demandais juste, en soi j'ai deux questions, mais la première c'est qu'est-ce qui vous a aidé d'après vous à construire cette carrière où au final vous avez eu l'occasion de faire des projets un peu partout et un peu avoir toute cette richesse à l'international? Est-ce qu'il y a une décision que vous avez prise ou une démarche? Je sais pas. Je sais pas si c'est une question qui... J'attends la deuxième pour te répondre à la première. D'accord. Et la deuxième, c'est vous parlez de l'inutile, de faire des choses parce que c'est esthétique, mais ça remplit pas forcément une utilité fonctionnelle. Mais en fait, dans l'industrie du bâtiment, c'est de plus en plus centré autour de l'efficacité. Et en fait, je me demandais à quel point c'est difficile de faire des choses comme ça. On peut sortir des arguments pour, mais d'un point de vue, faisabilité. Ouais, j'ai compris.
Alors la deuxième est plus facile, je me doutais. En fait, c'est difficile de pas répondre avec modestie, mais admettons, celui-là de projet, en gros, des éléments de réponse, c'est que pour pouvoir... j'appuie un peu sur cette thématique de l'inutile parce que je voulais un petit peu le tester ce soir. C'est pas non plus... faut pas exagérer, on fait pas que des trucs complètement inutiles. Hein. Mais c'est une manière de dire qu'au fond, pour arriver à faire ce genre de détails-là, il faut que le reste concrètement soit parfait. Et donc, il faut qu'à la fin, en fait, quand tu fais une petite feuillure ici, il faut que quelque part personne ne s'en rende compte, parce qu'on va jamais dire « Ah, on a regardé le budget, ça coûte trop cher, donc on va enlever ça ». Il faut que jamais on soit dans cette position-là. Et donc, pour avoir la chance parfois, il y a des choses qu'on dessine qui ne soient pas 100% dans ce qui est attendu, il faut cocher toutes les cases du reste. Et typiquement, franchement, ce projet-là, d'un point de vue économie de la construction, là, comme on n'est pas en Suisse, je ne vous ai pas mis le plan financier parce que ça ne veut rien dire, mais souvent en Suisse, je le montre. Il n'y a rien de perdu, il n'y a aucune folie. C'est juste que ça rentre complètement dans les coûts qui étaient prévus. Et typiquement, c'est comme je répondais tout à l'heure, les feuillures dans ces blocs de pierre n'ont aucun impact sur le prix global de la pierre. Et d'ailleurs, dans ce bâtiment, la pierre n'était absolument pas l'élément le plus cher de l'ensemble du bâtiment. Ici, ce qui a coûté très cher, c'est la chaudière. Ça, c'était hors de prix d'avoir une chaudière juste pour 10 logements. Et moi, j'aurais préféré enlever la chaudière. Enfin, bon, c'était pas possible. Parce qu'on était à 2 doigts de se brancher à la chaleur de la ville. Et ça, on aurait fait une économie colossale. Voilà. Donc, ouais. Et donc, et puis c'est aussi savoir exactement là où on veut mettre de l'énergie et là où on se dit bon, on va pas non plus s'engager sur tout. Il faut vraiment s'engager sur quelques éléments précis. Voilà. Et après, par rapport à bon, c'est gentil de dire qu'on. C'est vrai que je réalise jamais vraiment le côté international. C'est une réponse un peu idiote, mais il y a un petit côté de hasard quand même, hein, ou de prise d'opportunité. Et puis, il y a quand même un truc aussi qui est très cliché que je vais vous dire, c'est que on produit une quantité de travail qui est complètement anormale, et qu'au fond, c'est un petit peu ça aussi qui fait qu'on peut faire les trucs, c'est qu'on travaille 10 fois trop. Voilà. Et en Chine, on a travaillé mais comme des malades. Et c'est ça qui, par exemple, typiquement le bâtiment qui est très joli dans la montagne, on n'a jamais regardé. On travaillait 10 fois trop, on y allait, on passait 2 semaines. Enfin, c'était un peu complètement corps et âme, quoi. Et ça, à la fin, 10 ans plus tard, tu es content du bâtiment, mais en fait, sur le moment, on n'est pas très raisonnable dans notre capacité de travail. Ça c'est un peu bête, mais c'est vrai que c'est important. Et ouais, je sais pas trop. Ouais, je peux pas tellement te répondre autrement, mais c'est un peu par prise d'opportunité, quoi. Merci beaucoup. Il y en a une au fond là-bas. Là-bas. Ah. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question par rapport aux éléments que vous qualifiez d'inutiles. Je me posais la question s'ils ne faisaient pas écho à l'architecture, enfin aux ornements de l'architecture du patrimoine, à laquelle aussi vous vous êtes formé dans votre atelier, tout simplement. Ouais. Oui, je pense que la formation de Chaillot, de Francis Jacquier, là, nous a vraiment rentré aussi dans cette histoire de l'architecture où c'était pas un problème de faire de l'ornementation. Et puis ce qui est un peu chouette dans la pierre, c'est que l'ornementation fait partie de la structure. Donc c'est pas des choses qu'on rajoute par-dessus. C'est vraiment, c'est pas des, ça fait, ouais, on pourrait pas l'enlever. C'est juste. Donc ça c'est assez. Oui, c'est clairement pour se rentrer dans un continuum de l'histoire de l'architecture, bien sûr. Ouais. Merci. J'avais une question justement par rapport au fait que votre associé est architecte du patrimoine. C'est globalement quel est votre rapport dans votre travail au vernaculaire? Comment vous voyez le vernaculaire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un débat en ce moment sur le vernaculaire qui revient. Et quelle est votre position par rapport à ça? Ouais. Alors, j'ai pas vraiment de position théorique par rapport au vernaculaire. Je peux avoir qu'une position pratique, puis elle est un peu illustrée par eux.
J'ai un intérêt pour le vernaculaire quand il y a une espèce de logique comme ça entre la production de la vie, le déchet, la production de l'architecture. Et on a aussi tout un travail sur les bâtiments en pierre des champs qu'on a fait dans la Drôme, que je montre moins maintenant. Comment dire, quand c'est vraiment ancré dans un territoire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on soit capable un peu comme le patrimoine, je veux dire ça. Quand c'est quelque chose lié au patrimoine d'un territoire, je trouve que c'est vraiment super important. En revanche, là où moi je perds un peu le lien avec le vernaculaire, c'est quand il n'est plus situé dans un territoire particulier, quand ça devient trop intellectualisé. Ça, c'est un élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse, finalement, dans la manière dont on emploie la pierre, dans les deux bâtiments, par exemple, on ne le fait pas de manière excessivement savante. C'est-à-dire on n'a pas du tout besoin de tailleurs de pierre, on n'a pas du tout besoin de calpineurs. D'ailleurs, voilà, on n'a pas des compagnons autour de nous. C'est pas que je les aime pas, hein, mais c'est qu'en fait, nous, on utilise la pierre d'une manière complètement banale et que les maçons qui posent les pierres, c'est des maçons qui ont toujours posé de la préfabrication béton et qui tout à coup se retrouvent à poser de la pierre. Et ça se passe très bien. Et ça peut être une forme de réponse de notre relation au vernaculaire. C'est qu'au fond, il ne faut pas que tout devienne savant et complexe, surtout quand on s'intéresse à la mise en œuvre. Voilà. Mais voilà. Merci. T'avais une question ? Non, t'as plus ? Merci. J'avais une question très précise en rapport avec le projet du couvent des Capucins. Et cette idée de ne pas faire de ravalement de façade, de conserver finalement, c'est même plus que les traces quoi de l'existant. Là, c'est un état d'altération qui est du vieillissement finalement. On voit sur la façade. Et en fait, moi je suis très sensible et je trouve ça très élégant quoi de l'avoir fait. Mais je me pose la question un peu de comment est-ce que on fait la distinction entre et techniquement j'entends, entre une altération acceptable quoi, qui est de l'ordre de la trace, etc., et quelque chose qui est de l'ordre de l'entretien, de la préservation du bâtiment sur le long terme. Je pense à ça parce que effectivement nous on est confrontés à l'agence sur des projets de réhabilitation de bâtiments où d'un côté on nous dit non il faut surtout pas que ce soit lisse pour des questions de biodiversité, donc il faut pas rejointoyer, il faut pas refaire. Et effectivement c'est pénible en tant qu'architecte de toujours devoir rendre un truc neuf quoi, alors que les choses sont belles quand elles sont un peu vieilles et abîmées quoi. Et donc d'un côté il faudrait ne pas le faire, et de l'autre pour la pérennité du bâtiment on est un peu obligé quoi de passer par ces moments enfin tu vois de maintenance quoi. C'est un peu ce que tu montrais quoi, de nettoyer tout et de laisser tout propre tout le temps. Voilà, je voulais savoir à quel point vous aviez un peu poussé cette science cette technique d'un vieillissement maîtrisé quoi, qui altère pas trop non plus parce que voilà. Ouais, en fait, comme ce bâtiment, il n'avait pas été habité pendant, je sais pas, je dirais en tout cas 80 ans. Rien n'était isolé. Donc, quand nous on y est allés, on voyait exactement l'effet de la façade intérieure, l'état de la façade intérieure. Il n'était pas déjà caché par un doublage. Donc, on a pu vérifier qu'il n'y avait aucun problème d'humidité qui était. Mais ça vient du fait qu'il était tellement pas rénové qu'on avait vraiment accès à tout quoi. Et donc, quand on a vu qu'il n'y avait aucun problème d'humidité, on a décidé de pas toucher la façade. Et là, oui, quelque part, un autre élément de réponse, c'est qu'il y a une certaine, j'imagine, prise de risque, où si un jour, il y a tout à coup un morceau de crépi qui nous trahit, il faudra rénover, il faudra le refaire. Mais on attend d'être trahi par la matière et on se dit que vu depuis combien de temps ça n'avait pas bougé et vu la faible quantité d'humidité quand on est intervenu, c'est peu probable. Mais peut-être que si cela n'avait pas été pour un client privé, on n'aurait peut-être pas pu le faire. Là, c'est une question de contexte aussi, du client qui décide quelque part de prendre une certaine forme de risque. Voilà, je ne peux pas répondre plus que ça.
que c'était tellement nu qu'il y avait, voilà, il y avait aucune trace d'humidité. Mais c'est peut-être un peu formel, hein, formaliste, un peu trop comme résultat, comme posture, mais c'est vrai que c'est tellement, ouais, il y a une petite prise de risque, j'imagine. Oh, oh là là, j'ai peur. Jusque-là, tout se passait bien. Ouais, ouais. Non, parce que moi, je suis pas complètement satisfait par ta réponse sur le vernaculaire. Parce que, mais oui, je connais pas. parce que ça paraît un peu contradictoire de à la fois revendiquer l'importance de. Alors, ce que tu appelles l'inutile, mais qu'à d'autres moments tu appelles la beauté, par exemple. Ouais. Parce que le vernaculaire, par définition, c'est la nécessité. C'est-à-dire qu'un paysan, il a besoin de mettre son grain à l'abri et il n'a pas de moyens et avec le minimum de moyens, il va construire un abri et c'est ça le vernaculaire. Et en fait, alors d'ailleurs, c'est pas le vernaculaire parce que ça c'est ce que fait le paysan et le vernaculaire c'est l'architecte qui voit ça et qui appelle ça le vernaculaire en fait, quoi. Et donc qui voit lui, qui projette une beauté dans quelque chose qui n'a pas été fait pour être beau mais qui a été fait pour abriter le grain en fait, quoi. Ouais. Et donc voilà, alors je pense que c'est pas toi particulièrement qui est dans une contradiction là, mais c'est tous les architectes, enfin en tout cas c'est tous les architectes dans leur appréciation de l'architecture sans architecte en fait. Et la question c'est de s'emparer de ça. Et en fait on s'en empare mais on le transforme en fait. Quand on prend quelque chose dans le vernaculaire, donc je sais pas, on prend des pierres des champs. Mais je sais pas, tu n'as pas montré le projet que vous avez fait en pierre des champs, mais j'imagine vous ne le faites pas comme un paysan qui ramasse des pierres des champs, construit un abri pour ranger du grain. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que je suis toujours gênée de cette question, parce que c'est un peu comme la question de l'art brut. Enfin, à partir du moment où on y réfléchit, c'est foutu. C'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal à me positionner. C'est un sujet, je maîtrise pas vraiment. Mais j'apprécie énormément de voir toutes les constructions, par exemple en Chine. Je veux dire, quand tu vas dans les campagnes, il y a une quantité d'édifices qui ont été construits comme ça par une espèce de connaissance locale qui est complètement incroyable. Mais il y a des détails, c'est pas que parce que c'est super nécessaire. Il y a clairement des trucs qui sont faits et qui sont faits pour être beaux. Et je pense qu'il faut aussi réaliser que même dans l'ultra, dans l'ultra nécessaire, il y a quand même des choses qui sont pas juste comme ça pour que ça tienne, quoi. Il y a des, tu vois, typiquement dans les pierres des champs, il y a des gravures, il y a une espèce d'esthétique aussi qui se crée dans le vrai vernaculaire des gens qui le font dans la nécessité. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas un sujet que je peux vraiment aborder, je connais pas. Prochaine conférence, j'essaierai d'être un peu plus calée sur le sujet du vernaculaire. Mais c'est une connaissance diffusée, c'est répété, c'est une sorte de connaissance générale de construction, c'est pas juste j'ai un besoin, je fais comme ça. Au fil des années, des siècles, ils font comme ça parce qu'ils savent dans leur climat, que ça marche comme ça. Moyens et leur matière. Ouais. Oui, c'est ça. Sur ce, il est 19h. Donc voilà. Et on remercie encore une fois Marlène pour sa conférence. Merci.